nous surveillant sur une région géographique, on a besoin des gens qui comprennent pas uniquement la langue officielle, mais qui peuvent également avoir accès à des conversations qui ne sont pas forcément en langue officielle. Donc, du coup, cette Afrique, enfin, c'est... Préciser, parce que peut-être pour le Burkina, des pays comme le Sénégal, bon, peut-être on n'est pas dans une échelle de langue de la centaine, mais pour ceux qui ont beaucoup de langues, c'est quoi le maximum de, comment tu appelais ça, les francois, les lingua franca? Voilà, c'est quoi le maximum? Est-ce qu'on peut aller sur 20, 30, 40 ou peut-être c'est 10 maximum? C'est quoi le nombre? Non. Ça veut dire quoi? Le lingua franca peut être une langue au niveau municipal, ça peut être, enfin, la préférence, c'est une langue pour des questions d'évaluation. C'est-à-dire qu'on choisit une franca lingua comme médium, mais ça n'exclut pas l'engagement des autres langues en classe. Donc, et l'engagement des autres langues, ça sera purement une approche pédagogique. Mais pour la politique des langues, là, le lingua franca, une langue, c'est mieux. Voilà, une langue au niveau municipal, une langue, ou une ou deux langues au niveau provincial, une ou deux langues au niveau régional, et ainsi de suite. Donc, c'est faire en sorte qu'il y ait un alignement entre le niveau régional et le niveau municipal, et faire en sorte qu'il y ait également un alignement entre le niveau régional et le niveau national, pour que quand un enfant transite de l'école secondaire à l'université, il y a toujours des options, voilà, d'orientation dans les autres langues. Donc, si on le fait, à mon avis, il n'y a pas... ça sera très bénéfique pour... parce qu'actuellement, au Burkina, il y a une école informelle qui est, on appelle, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, on appelle l'école d'alphabétisation. Et l'école d'alphabétisation, c'est quoi? On enseigne les gens en langue nationale, mais ceux qui sont les plus chanceux, c'est ceux qui deviennent encore des enseignants dans ces mêmes écoles. C'est-à-dire qu'en dehors de l'enseignement, voilà, en dehors de l'enseignement, il n'y a aucun débouché, ouais. Exact. Ouais. Donc, du coup, voilà, là, tu vas voir quelqu'un qui sait très bien écrire en langue nationale, mais il n'a rien à faire avec ça. Non, mais exactement. Non, mais ce que vous dites est très vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de frapper à notre porte parce qu'on est l'un des rares employeurs en dehors de ces écoles-là qui peuvent. Ouais, c'est clair. Exact. C'est clair. Exact. Clair. Et le risque même là, c'est-à-dire, enfin, j'ai même fait un débat la fois dernière avec des linguistes pour leur dire que si ce travail est fait, il y a un autre travail d'harmonisation de nos... Et c'est pour cette raison, quand j'ai vu ton profil, j'ai parcouru pour voir le côté IT, ça m'a beaucoup intéressé. Parce que le défi est que dans l'approche de promotion de nos langues, on a maintenu la transcription phonétique comme notre alphabet. Alors que quand on prend le français, l'anglais, ils ont à la fois la transcription phonétique, mais ils ont aussi un alphabet qu'ils peuvent utiliser voilà, à travers différents systèmes d'écriture. Mais nous, avec le maintien absolu de la transcription phonétique, nous avons des sons spécifiques à nos langues qui, pour le moment, quand je dois écrire avec mon ordinateur, il y a ces sons que je ne peux pas retrouver. Même dans les systèmes de symboles de Microsoft, je ne retrouve pas les symboles pour certains sons de nos langues. Donc, j'ai dit, il faudrait qu'on harmonise voilà, l'écriture, c'est-à-dire différencier alphabet et son, faire en sorte que nous puissions arriver à un consensus sur quelle combinaison de lettres correspond à quel son dans nos langues. Là, ça me permet, moi qui suis chercheur, de pouvoir écrire des articles scientifiques que le paysan du village qui a appris à écrire et lire en langue nationale peut lire et comprendre. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a cette harmonie, ça permet à nous qui maîtrisions 3 langues
de pouvoir lire ce que le monde dit et publie et les écrit dans le langue nationale pour que le paysan du village puisse pouvoir les lire. Donc, j'ai vu, par exemple, une innovation dans le domaine de l'agriculture ou un article publié dans le domaine de l'agriculture, que je sois à mesure de traduire cet article-là en langue nationale et qu'un paysan peut prendre, lire et appliquer ça dans son champ. Donc, mais ça demande vraiment qu'on ait un alphabet harmonisé pour que cela soit vraiment possible. Oui, parce que pour l'instant, chaque langue a un peu son alphabet. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au Cameroun aujourd'hui, je sais qu'il y a un alphabet pour les langues camerounaises. Donc, ça, c'est parfait. Et cet alphabet, il a, je crois, une trentaine de symboles. Donc, okay. Oui, donc pour ça, quand même, je pense que ça avance petit à petit. Pour les autres pays, je sais pas. Je sais pas encore. Donc oui, effectivement, c'est des sujets qu'on doit travailler. Après, c'est vrai qu'il y a des langues qui sont moins dont l'alphabet se rapproche plus de l'alphabet latin. Par exemple, en Wolof, il n'y a pas trop de symboles. En Ewe aussi, c'est plutôt simple. Alors, il y a 2 ou 3 lettres qui sortent un peu de l'ordinaire, mais sinon, à part ça, c'est des symboles plutôt classiques. Donc, je pense qu'effectivement, si on harmonise ça bien, ça peut être intéressant. Et du coup, moi, ça m'amène à une question. Est-ce que quelque part, si on parle de alphabet panafricain, est-ce que pour vous, c'est pertinent d'avoir une langue panafricaine, une langue qui va unir toute l'Afrique? Donc, si un Camerounais va au Togo, ils puissent parler la même langue? Est-ce que c'est un truc intéressant? Tout à fait. Et je rejoins dans ce cas un doyen du Ghana, Adams Bodomon, qui avait même dans ses recherches proposé que le Kiswahili soit même promu comme cette langue panafricaine. Et donc, dans ses écrits, il a proposé que chaque université africaine puisse avoir des cours d'introduction au Kiswahili pour faire en sorte qu'en tout cas, voilà, pour tout ce qui est institution régionale, institution continentale, qu'on puisse en tout cas avoir une option d'interprétation et ou bien de discussion en Kiswahili. Il le faut. C'est comme je l'ai dit, l'Afrique. Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Metup. Encore une fois de plus, Metup les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Metup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, parce que si les langues africaines se développent et que les affaires africaines sont discutées en langue africaine, eh bien, le monde est obligé de venir apprendre les langues africaines. Ils sont obligés. Ah, mais oui. Aujourd'hui, quand tu prends l'Amérique, le FBI et tout, mais ils ont des linguistes en TUI, ils ont des linguistes dans presque tout. Oui, j'ai appris qu'ils ont des universités où ils apprennent nos langues. Hein. C'est un truc de fou, ça. Oui. Et actuellement, moi, j'ai un ami qui est militaire. Il dit, plus tu parles de langue, plus tu as des avantages dans l'armée. Ça veut dire qu'ils ont des primes en fonction de combien de langues tu parles. Wow. Et donc, si on doit faire une surveillance sur une région géographique, on a besoin des gens qui ne comprennent pas uniquement la langue officielle,
mais qui peuvent également avoir accès à des conversations qui ne sont pas forcément en langue officielle. Donc, du coup, cette Afrique, nous, malheureusement, on pense que nos langues doivent être prêtes pour être utilisées. Tu vois? Alors que non, c'est l'usage qui détermine si une langue prête. C'est ça. Voilà, il faut toujours créer l'intérêt en utilisant. Si on n'utilise pas, mais nos langues ne seront jamais prêtes. Donc, et dans la thèse, j'ai d'ailleurs dit, puisque la loi du Burkina, par exemple, la loi constitutionnelle de 2023, dit que pour que nos langues nationales soient officielles, qu'il faut qu'ils aient un statut scientifique. J'ai dit ça, c'est colonial. Ah oui. C'est-à-dire, c'est ce que le colon français peut dire, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire ça. Puisque dire que nos langues doivent atteindre un statut scientifique, c'est dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas ce statut. Mais il y a quand même pas mal de trucs scientifiques que nos parents utilisent. Quand on prend l'étude climatique, les différents... J'ai pris un exemple d'un gars, Yacouba Sawadogo, qui a lutté contre le désert. Et j'ai dit, s'il a pu planter plus de 4 à 5 hectares de forêt dans un désert, c'est parce que, il a une connaissance scientifique sur la question climatique. 2, il a une connaissance scientifique sur la terre et il a pu mettre ses connaissances scientifiques en pratique qui a permis en tout cas de planter et de créer une forêt en plein désert. Donc on ne peut pas lui dire que parce qu'il n'a pas accès au français, il ne connaît rien. Donc, en fait, c'est ça. Ça veut dire que il y a une déconstruction que nous devons faire. Maintenant, je suis contre les replis identitaires. Ça veut dire que si la promotion de nos langues veut dire remplacer le français par une autre langue africaine, on fait un recul à ce moment. Et là, on perd en fait un avantage qu'on a sur le monde. Non, mais en tout cas, bon, enfin, oui, remplacer, mais ça, pour moi, remplacer, c'est pas forcément tuer les autres langues. Remplacer, oui, mais pas dans le sens de on efface les autres langues africaines. Pas dans ce sens. Ah oui, non. Et puis c'est quand tu regardes, par exemple, dans certains pays, quand je prends le cas du Niger, leur loi constitutionnelle de 2025 dit que le Haoussa, c'est-à-dire avant, c'était le français. Oui, j'ai vu ça, oui. Voilà. Et donc, ils ont dit non, actuellement, le Haoussa est la langue nationale. Ouais. C'est-à-dire qu'aucune autre langue, c'est le Haoussa qui est la langue nationale, ouais. Et le français devient une langue de travail, même idéologie coloniale. Voilà. Donc, et ça, c'est une substitution qui n'a aucun sens. Parce que notre environnement, l'identité linguistique de nos pays ne peut pas être une identité monolingue. Parce que naturellement, nous sommes un pays multilingue. Alors c'est peut-être la lecture qui peut être différente, mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, ils ont peut-être pris... C'est vrai qu'ils ne sont pas partis de la base, comme toi tu proposes, d'abord de sensibiliser la masse, et après, voilà, former tout le monde et prendre une décision. Bon, c'est vrai qu'ils sont allés un peu fort, mais moi, je me suis dit, bon, peut-être ils ont pas le temps de dire que bon, on va prendre 2, 3, 4, 5 années pour former tout le monde, tout ça. Ça nous intéresse pas. On va décider, mais ça ne veut pas dire qu'on tue les autres langues. On dit juste que bon, si tu veux accéder à machin, apprends cette langue, mais ça n'exclut pas le fait que on peut faire la promotion de ta langue pour faire autre chose. Moi, je me dis, peut-être c'est maladroit, mais c'est déjà un premier pas, parce que bon, je me dis, bon, c'est toujours mieux que ce soit une autre langue qu'une langue coloniale, quand même, quelque part, c'est un petit progrès, quand même. Et moi, j'appelle ça du patriotisme linguistique qui va toujours faire face à la réalité d'usage des langues. Et la réalité d'usage des langues, quand on dit que le français est la langue du travail, cette réalité est que tu gagneras ta vie en pouvant parler et écrire en français. Donc, le patriotisme linguistique, sans vraiment d'avantages ou de débouchés économiques, c'est juste du folklore. Mais quand on dit langue nationale, est-ce que ça veut pas dire aussi qu'on peut travailler avec cette langue? C'est quelque part aussi. Ça sera l'idéal, mais la Constitution dit que le français est la langue du travail. Ce qui veut dire que dans le recrutement, il n'y aura pas
d'options qui donnent à quelqu'un qui parle de Hausa de pouvoir écrire à Hausa pour compétir à un recrutement. Ok. Ça veut dire ils ont spécifié que le français est la langue du travail, ce qui veut dire que le recrutement officiel sera toujours basé sur la capacité à lire et à écrire en français, mais jamais la capacité à lire et à écrire à Hausa. C'est-à-dire que l'harmonisation qu'on peut faire, qui peut avoir un sens, c'est si par exemple le français et le Hausa étaient tous des langues de travail. Oui. C'est-à-dire non seulement le Hausa est langue officielle, mais aussi langue de travail. Ça veut dire que quelqu'un qui peut écrire et lire à Hausa a la possibilité, quand on dit il y a recrutement de secrétaires ou il y a recrutement d'agents de eaux et forêts, s'il peut venir composer et démontrer sa connaissance des sujets qui seront abordés. Si il a la même compétence technique que celui qui écrit en français, eh bien, on peut le recruter comme agent de la fonction publique. Là, on donne une valeur économique au Hausa à la même hauteur que le français. Mais si on dit le français est langue de travail, ce qui veut dire que c'est uniquement du patriotisme linguistique pour des raisons vraiment beaucoup plus sociales que économiques. Et tant qu'on n'a pas donné la valeur économique à nos langues, leur promotion sera juste du flot. Mais c'est vrai. Non, mais maintenant que tu expliques, c'est vrai. En fait, quand moi j'ai lu langue nationale, moi je me suis dit, bon, ça veut dire qu'en fait, national, ça veut dire que ça a plus de débouchés, donc on peut travailler, on peut parler, on peut. Mais c'est vrai que j'avais pas compris que, en fait, quand on dit que le français c'est le travail, ça veut dire que ça va primer sur la langue nationale. Bon, moi je me suis dit que le national peut faire plus de choses que celui qui n'est que travail, quoi. Mais ok. En réalité, la langue de travail demeure la langue du pouvoir. Et quand tu regardes enfin, il y a l'autre là, Ngugi wa Thiong'o, qui est décédé, dernièrement. Voilà. Ouais. Et en réalité, cette classification ou la création de territorialité pour les langues là, c'est une approche purement coloniale. Et quand le colon est venu, ce qu'il a fait, c'est une classification verticale des langues. Et dans cette classification verticale, la langue qui est au sommet est la langue du pouvoir, est la langue dominatrice et la langue qui colonise. Donc, avec cette classification, ils avaient mis leur langue au sommet. Et donc, du coup, c'était la langue de l'administration, la langue politique, la langue qui donne les avantages économiques. C'est-à-dire, à son temps, celui qui sait écrire en français et qui pouvait, en tout cas, lire en français, était considéré comme un évolué. Et l'administration coloniale ne travaillait qu'avec les évolués. Et l'évolué, c'est celui-là qui est beaucoup moins barbare que les autres. Donc, par définition, tous les Africains sont barbares, sont des sauvages, mais l'évolué est moins barbare. Donc, il peut travailler à certains rôles de l'administration. Donc, ça veut dire la déconstruction de cette idéologie voudrait qu'on revienne dire il n'y a pas d'évolué, il n'y a pas de barbares, il n'y a pas de moins intellectuels que d'autres. Parce qu'aujourd'hui, l'intellectualité dans nos pays est définie par quelle langue tu parles et dans quelle langue tu peux écrire. Donc, quand on dit les intellectuels ou bien l'élite dans nos pays, c'est toujours l'élite selon la définition française. C'est-à-dire la définition française de l'élite, c'est celui qui a obtenu des diplômes en français, qui peut écrire en français, qui peut, voilà. Donc, si on veut déconstruire et créer une sorte de démocratie linguistique, il faudrait que l'élite s'étend à toute personne qui peut lire et écrire, peu importe la langue dans laquelle il peut lire et écrire. S'il peut lire et écrire à Hausa, et que quand il y a compétition où il y a vraiment compétence attendue, qu'on puisse donner la possibilité à ces personnes d'écrire à Hausa, et on juge sur la base du contenu et non sur la base de quelle langue dans laquelle il a écrit. Ouais. Mais alors, je prends un exemple très concret. Disons qu'il y a un concours d'administration à la fonction publique et on a besoin de 10 ingénieurs et peut-être disons qu'on est au Burkina. Allons au Burkina. Et voilà, il y a 10 groupes ethniques qui composent. Et ça a été écrit en bambara, en wolof, en truc, machin. Ça veut dire qu'il doit y avoir 10 personnes qui parlent ces langues pour corriger toutes les épreuves, un truc comme ça.
si on a défini les lingua franca dont je parle, Ok. ça veut dire qu'il y aura un juge ou bien un évaluateur pour chaque lingua franca. Ok. Donc, ça veut dire que si cette notion de lingua franca est opérationnalisée au niveau municipal, régional et national, eh bien, il y aura des évaluateurs spécifiques pour ces langues-là. Et donc, voilà, c'est eux qui vont lire et corriger les productions dans ces lingua franca. Wow. Ok, ok. Mais bon, alors, est-ce que les lingua franca, c'est une solution qui est transitoire ou elle est définitive? Bon, une façon de dire que, est-ce qu'il y aura un moment où un pays africain, ou l'Afrique, non, disons d'abord un pays africain, est-ce qu'il y aura un moment où un pays africain sera plus ou moins homogène, soit dans le sens où il y a des gens qui vont parler plusieurs langues, et donc du coup, être un lingua franca, ce ne sera plus un poste d'élite, ou alors, on va basculer peut-être petit à petit vers un pays un peu monolingue quelque part, même s'il y aura toujours les autres langues. Et même dans ce cas-là, effectivement, les lingua franca, bon, voilà. Ou peut-être c'est une solution définitive, c'est-à-dire qu'on va rester dans cette configuration de lingua franca et la proportion des langues ne va pas changer, enfin, voilà. Est-ce que c'est une solution transitoire pour quitter de cet état colonial de nos langues vers un état souverain? Ou voilà, est-ce que, voilà, c'est un peu ma question. Dans un pays multilingue, le monolinguisme ne doit jamais être la norme. Dans un pays multilingue. Okay. C'est-à-dire que le monolinguisme, c'est quoi? C'est arriver, il faut d'abord déclarer des autres langues, non-langues. Et la manière dont le colon français l'avait fait, c'est de déclarer nos langues comme des trucs vernaculaires qui n'ont pas la valeur de langue. Donc le monolinguisme, par nature, est quelque chose de très péjoratif dans un milieu multilingue. Donc, le lingua franca, c'est une option politique, une option administrative. Et c'est pour cette raison, j'ai dit, dans l'éducation, par exemple, on va toujours valoriser toutes les langues communautaires. Okay. Mais on choisit le lingua franca pour des besoins administratifs, pour des besoins politiques. Voilà. Mais voilà, c'est pour pouvoir en tout cas faciliter. Par exemple, si on a 100 langues et qu'on doit créer une valeur économique pour toutes les langues, pour un concours disons, recrutement de 10 personnes, on ne peut pas avoir 100 évaluateurs. Ah oui, quand donc, même. pour des raisons pratiques, là, on choisit le lingua franca pour faciliter, en fait, les besoins administratifs et politiques. Mais dans l'éducation, on fait en sorte que, même si on a un lingua franca comme médium d'instruction, dans les approches pédagogiques, on s'ouvre toujours aux autres langues et aux connaissances que les élèves apportent dans leur langue. Bon, et du coup, c'est quoi le statut de ces lingua franca? Parce que quelque part, ça va toujours être des langues, voilà, ouais, un peu, pas au-dessus, mais bon, enfin, un peu quelque part, d'une certaine façon. Non, à ce moment, ils deviennent à la fois des langues de travail et des langues officielles, qui n'excluent pas le français et l'anglais. C'est pour cette raison, dans l'article publié sur le faso.net, j'ai dit il ne doit pas avoir de répertoire linguistique pour le français et l'anglais et un autre répertoire pour les langues nationales. On doit les mettre ensemble dans le même répertoire. Ils ont la même valeur sociale, ils ont la même valeur économique. Parce que la réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des Africains, il y a des familles africaines où l'enfant ne parle que la langue du colon. C'est ça. Et quand tu prends nos capitales ou nos grandes villes où il y a souvent le mariage mixte, le plus souvent, c'est en français que les parents communiquent avec leurs enfants. Ouais. Et il y a des Africains qui ne parlent. Donc, du coup, si on continue à dissocier ces langues de nos langues nationales, eh bien, en fait, on finira toujours par mettre en avant l'idéologie coloniale quand on doit vraiment trancher sur des besoins administratifs et politiques. Donc, on doit les mettre ensemble. Si on a des lingua franca, eh bien, ils ont à la fois le même statut officiel et le même statut administratif que le français et l'anglais. Maintenant, si on veut, on peut définir ces langues-là comme les langues de communication de l'administration. Et ça sera beaucoup plus pour des raisons économiques. Ça veut dire que si on dit le président
du Faso ou le président du Cameroun ne doit communiquer que le EV, c'est beaucoup plus un avantage économique parce que tous ces messages qu'il va passer, le monde sera obligé de payer quelqu'un qui parle le EV pour pouvoir traduire. Et donc, ça crée un avantage économique pour ceux qui parlent ces langues et les langues coloniales. Bon, alors, tu as pris un très bon exemple. Restons dessus. Alors, le président du Cameroun et le président du Burkina doivent parler en EV. C'est-à-dire qu'on a choisi cette langue comme langue, on va dire, transfrontalière. Pourquoi l'EV et pas une autre langue du Cameroun, ou je sais pas où, du Burkina? Parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que le choix, il s'est fait sur la base de quoi? Est-ce qu'il s'est fait sur la base de, on a voté, on a fait une sorte de référendum populaire, ou c'est les politiques qui ont décidé que bon, les lingua franca, ça va être basé sur ça, et bon, voilà, c'est comme ça, parce que, voilà. Non, on revient à la même chose. C'est comme je l'ai dit, le lingua franca ne se décide pas par pure magie. Ça veut dire qu'il faut une étude sociale. Ah oui, tu as parlé de l'étude d'enquête, tout ça. Okay. Voilà. Okay. C'est ça qui permet de définir, par exemple, au niveau national, quand on prend le niveau national, là, quelles sont les langues qui sont les plus parlées par les différentes communautés linguistiques. Okay. C'est-à-dire qu'on ne parle pas même uniquement sur des statistiques des groupes linguistiques, genre quel groupe linguistique est dominant dans le pays. Non, on parle sur base de quelle langue est parlée, non seulement par le groupe linguistique ciblé, mais également par d'autres groupes linguistiques. Par exemple, quand on prend les EV, il y a une communauté EV. Mais est-ce que en dehors de la communauté EV, le EV est parlé par d'autres groupes? Oui, par exemple, les Fulfulde, les Dioula, les Ashanti, on fait l'enquête et l'enquête déterminer si le Dioula est beaucoup plus parlé par d'autres communautés que le EV. Si c'est le cas, le Dioula devient un lingua franca. Donc le EV, voilà, le Dioula peut être, on peut avoir par exemple 50 ou 60% de EV au Cameroun. Mais si l'enquête montre que le Dioula, malgré le fait que la communauté Dioula est 25% du Cameroun, on voit que le Dioula est parlé par presque tous les Camerounais, et bien le Dioula devient un lingua franca. Voilà. Et c'est comme je l'ai dit au Burkina Faso, ils ont déjà défini ces lingua franca qu'on avait promus comme des langues officielles, seulement que on n'avait pas donné vraiment de valeur politique, de valeur administrative ou de valeur économique à ces langues. Oui. Non, mais là, c'est très, très clair. Alors, mais pourquoi le nom lingua franca? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Ça a une signification ou c'est juste comme ça? Oui, en fait, c'est documenté, c'est un terme, en linguistique et sociolinguistique qui veut tout simplement dire que c'est une langue qui n'appartient pas uniquement à la communauté linguistique. C'est-à-dire, on dit c'est lingua franca pour dire que il est approprié par d'autres communautés. Par exemple, le français peut être un lingua franca en ce sens que il est approprié par les Français et par les Ivoiriens. Donc, on a le français ivoirien. Il est approprié par les Canadiens. Donc, il y a le français canadien. Il est approprié par, Et donc, chaque communauté, à partir de son accent ou à partir de sa création linguistique, ajoute quelque chose à cette langue, de telle sorte que ce n'est plus exactement la langue telle que parlait en Côte d'Ivoire. Donc, la notion lingua franca fait surtout référence à l'appropriation ou à l'utilisation de la langue par d'autres communautés que la communauté linguistique. Bon, est-ce que c'est possible qu'entre deux pays, il n'y ait pas de lingua franca? Est-ce que c'est possible, ça? Oui, c'est possible. Entre deux pays, c'est possible. Et comment on gère s'il n'y a pas de possibilité? Ça, c'est quand on veut parler d'approche régionale ou bien continentale, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près, oui. Voilà, donc, par exemple, quand je prends le niveau continental, la proposition de Bodomo qui est la création, l'utilisation du Kiswahili, à ce moment, on crée le lingua franca. Aussi, par exemple, chaque pays africain accepte d'intégrer le Kiswahili dans leur programme universitaire. Exactement. Et bien, l'idée, c'est d'en faire donc un lingua franca continental. Donc, les deux pays peuvent décider de créer ou bien de valoriser
une langue transfrontalière. Alors, quand tu prends la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali, ils ont en commun le Dioula ou le Bambara. Oui. Voilà, donc cette langue est parlée à la fois au Burkina, en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, j'ai appris que le Bambara, c'est le Dioula, hein, sauf que le Dioula, c'est une langue, c'est les commerçants juste qui ont, c'est le peuple commerçant. Et, en fait, c'est la même langue, ouais, c'est ça. Exact. Donc, ça veut dire que quand on prend nos pays, il y a déjà voilà, un lien socio-linguistique qui existe. Et si on doit définir ces lingua francas, ce sera beaucoup plus facile. Par exemple, quand je prends les Dagara, moi je suis Dagara, et il y a des Dagara au Burkina, il y a des Dagara en Côte d'Ivoire et il y a des Dagara au Ghana. Et il y a juste des variances sur certaines prononciations, mais on se comprend parfaitement. Ouais. Et donc, du coup, c'est facile entre nous de définir une langue commune. Donc, il y a cette possibilité, en fait. Ouais, c'est aussi comme le Kikongo et je crois que c'est le Chiluba, un truc comme ça. Voilà. Et également comme le Fang. Le Fang, c'est une langue qui est parlée au Gabon et aussi au Cameroun. Donc, ouais, effectivement. Effectivement, il faut pas qu'on oublie aussi qu'on n'était pas découpé en 54 États, donc forcément. En fait, la frontière a été, et moi je l'ai dit dans une de mes publications, ça a été, un des projets les plus réussis de la colonisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est contre la présence de l'armée française, on est contre l'ingérence de la France dans nos politiques internes, mais on est capable de se battre pour une frontière artificielle tracée par la France. Ah, ça? C'est-à-dire voilà, on a pu rejeter tout de la colonisation, sauf les lignes imaginaires créées, en Allemagne, il y a de cela des centaines d'années. Donc, ça n'a pas tenu compte de nos liens socio-linguistiques. Quand je prends mon village a été traversé par la frontière Ghana-Burkina. Et certaines parties de nos champs sont du côté ghanéen, mais aucun Ghanéen, chef de terre ghanéen ne peut venir nous chasser de ces champs parce que c'est une partie ghanéenne. Ça demeure nos champs, on cultive sur la frontière, et voilà, nous on connaît pas cette frontière. Et une partie de notre famille a été séparée par la frontière, mais le pouvoir ghanéen peut dire la frontière est fermée, c'est pas notre problème. S'il y a besoin familial dans l'autre côté de la frontière, nous on traverse. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très artificiel que les Africains ont maintenu pour des avantages purement élitistes. Puisqu'à son temps, chaque président voulant un pouvoir politique devait avoir son territoire et puis pouvoir collaborer avec les pouvoirs étrangers. Ouais. Sinon, en réalité, ça n'a pas tenu compte de nos réalités linguistiques. Totalement. Et alors, il y a un politicien chez nous au Cameroun, parce qu'il y a les élections qui arrivent et tout, et lui, sur les questions des langues, lui s'est dit, bon, moi je vais pas m'emmerder avec toutes les questions, moi je vais créer une langue à partir de toutes les langues camerounaises qui existent. On va créer une autre langue. Est-ce que vous pensez que c'est un truc qui est faisable? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça a du sens? Ça, c'est un fou. Non, mais attention. Moi, j'ai appris que c'est un truc qui est faisable. On peut créer une langue. Non, on peut créer un outil de communication, mais pas une langue. Non, mais en fait, ce qu'il dit, c'est de prendre des mots un peu partout de toutes les tribus et voilà. Non, c'est pour cette raison, je dis que ça sera juste un outil de communication, parce que la langue a derrière elle un volet culturel. Bien sûr. Voilà, il y a un volet culturel et il ne pourra pas créer cette fondation culturelle. Peut-être c'est pas le but. Peut-être c'est pas le but. Le but c'est juste d'avoir cette langue qui unit tous les Camerounais, sans que les gens se sentent lésés parce que on a fait le Frenka, Langa et machin truc. Voilà. Non. Et c'est la difficulté de promouvoir une langue africaine ou bien des langues africaines comme outil politique et administratif. C'est dû au fait que on a toujours ce poids de la colonialité linguistique sur nous, c'est-à-dire de l'administration aux citoyens lambda. Ça veut dire que le colon
nous a dit, il nous impose sa langue, il impose le monolinguisme à l'école parce que vous avez trop de langues. C'est-à-dire, quand tu prends l'école primaire, on imposait le symbole pour qu'on n'utilise pas toutes nos langues voilà, à l'école ou bien dans les classes. Et c'est parce que le colon voyait le multilinguisme comme un problème. Et pour nous motiver à abandonner nos langues et à apprendre sa langue, il dit, pour pouvoir travailler avec moi dans l'administration, vous devez savoir bien parler ma langue, vous devez pouvoir bien écrire dans ma langue et donc fuyez votre langue. Et donc, il nous a convaincus que sa langue est neutre. Et dans les approches de développement, c'est ce que les chercheurs au début ont toujours promu. C'est-à-dire que langue et développement, ils disent non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre langue et développement. Le développement peut se passer dans une langue neutre. Et donc, du coup, dans les années 60-90, ils ont dit la meilleure façon d'aller au développement et d'éviter des conflits interethniques là, c'est de maintenir la langue coloniale comme langue neutre qui peut facilement rassembler tout le monde. Ce qu'on a oublié dans cette neutralité est que ça exclut une grande masse des projets de développement. Donc, si on arrive à expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à la vision du français comme langue neutre, ou à la considération qu'il faut une langue neutre pour pouvoir promouvoir les affaires de l'État là. Il faut qu'on déconstruise en expliquant aux gens pourquoi est-ce que nous devons arriver à sélectionner des lingua franca du niveau municipal jusqu'au niveau national. Parce que la réalité, c'est quoi? Quand tu prends nos marchés, il faut juste aller dans les marchés locaux et tu écoutes les gens parler. Tu vas voir que naturellement, quand il y a un défi de communication, ils partent dans une langue qu'eux tous se parlent. Maintenant, moi, j'ai fait l'expérience avec une fête que j'organise chaque 2 janvier. Donc, quand je rassemble Sisala, Peul, Moussi et Dagara, le plus souvent, la langue qui nous réunit, c'est l'Ashanti, qui est une langue ghanéenne. Okay. Donc, c'est l'Ashanti parce que eux tous se comprennent l'Ashanti. Eh bien, on fait souvent l'interprétation du Dagara vers l'Ashanti, du Peul vers l'Ashanti, du Moussi vers l'Ashanti, alors qu'il n'y a aucune communauté Ashanti dans notre village. Mais c'est la langue dans laquelle tout le monde se retrouve. Donc, il y a ce besoin d'utilisation des langues qui dictent en réalité la langue qui doit intervenir. Et c'est ce besoin-là qu'on veut identifier et utiliser pour convaincre donc les paysans. On n'a pas besoin de créer une nouvelle langue. Ouais. Si on crée une nouvelle langue, il faut créer une nouvelle culture. mais justement, merci pour cette sortie. Mais justement, peut-être que la nouvelle culture, ce ne sera plus la culture Bamileke, Fan, Ewondo, Beti, Bassa, ce sera la culture camerounaise qui va se baser sur toutes les autres communautés, les 160 communautés camerounaises, qui vivent au Cameroun pour créer une nouvelle culture camerounaise. Et en plus, j'ai envie de dire que quelque part, ça va être la langue du Cameroun. Mais ça ne veut pas dire qu'on va supprimer peut-être les autres langues qui existent. Peut-être que si tu veux rentrer dans ton village et parler ta langue, oui, on va pas refuser que tu parles ta langue. Mais maintenant, si tu veux travailler l'administration, tu vas parler cette nouvelle langue camerounaise qui a été créée à partir de la tienne et de tes frères camerounais aussi. Bon, et maintenant, je vais te laisser répondre à ça, mais j'ai une autre question, donc du coup, je t'en laisse, je te donne 2. L'autre, c'est que, parce que il faut être, on est quand même des êtres qui dépensons de l'énergie et on est aussi très pragmatique. Est-ce que c'est pas plus pratique d'avoir une seule langue? Et voilà, ça permet de gérer le pays plus efficacement que les tracasseries, de gérer plusieurs langues, plusieurs trucs. Est-ce que de façon très très pragmatique, vraiment si on est très très pragmatique, c'est comme si je suis dans une maison, j'ai 3 enfants, et au lieu de leur parler une langue, je dois avoir 3 langues dans ma tête et parler. Oui, c'est bien pour le père de parler 3 langues, mais je vais dire bon, si je peux dire le message une fois et je m'endors, au lieu de le dire 3 fois dans 3 langues différentes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que vraiment le côté pratique ne doit pas aussi être pris en compte? Voilà, ça c'est mes 2 questions. Oui, et c'est ce que nous avons toujours fait depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, choisir la voie qui est la plus simple. Ok. Et la voie qui est la plus simple, c'est quoi? C'est le monolinguisme. Okay. Et le problème avec le monolinguisme,
Et Bon, surtout pour moi, c'est le monolinguisme, mais avec une langue étrangère. Hein. Sinon, le monolinguisme, moi, ça m'a pas trop dérangé. Moi, c'est le fait que ce soit le français. Ça aurait été le Swahili, moi, ça m'aurait pas dérangé. Voilà. Et le problème avec ça, que ce soit le monolinguisme avec une langue nationale ou bien étrangère, le problème avec ça est que ces langues l'accès à ces langues-là, ça sera toujours limité au niveau national. Quand on prend le français, ça veut dire le nombre de personnes qui peuvent lire la constitution du Cameroun et comprendre tout ce que dit la constitution du Cameroun, ce nombre-là est relativement moins de 50%. Et si on descend même encore au niveau communal, le nombre de personnes qui peuvent comprendre les différentes lois du Cameroun, ça sera peut-être moins de 20%. Pourtant, la loi dit que nul n'est censé ignorer donc la loi. Donc, monsieur Jean de Dieu, il faut écrire la loi en 45 langues camerounaises, c'est ça? Non, c'est pas 45. C'est pour cette raison que je parle de Franca Lenga. Ça dit Lenga Franca plutôt. Si par exemple, on a défini le Lenga Franca au niveau communal, la constitution sera traduite par la langue qui sera utilisée par l'administration au niveau municipal. Mais ça veut dire qu'administrativement, il faudra aussi redéfinir nos pays. Il faudra faire une sorte de fédéralisme, de décentralisation, je sais pas. Parce que même là, ça... Ouais. Linguistiquement, si on a défini disons tout simplement, élevé comme langue administrative, politique et éducative au niveau communal, eh bien, les documents administratifs camerounais doivent être disponibles également dans ces langues-là. Et dans la thèse, ce que j'ai proposé, ça veut dire qu'au niveau national, ces lingua franca-là, on doit en tenir compte dans le recrutement de chaque ministère. Ça veut dire que la promotion des langues nationales n'est pas uniquement une affaire, disons, de l'éducation, c'est une affaire de tous les ministères. Et donc, chaque ministère doit avoir des aspects dans ces lingua franca et en langue étrangère qui seront chargés de la traduction de tout ce qui est technique et production du ministère en ces langues pour que ça puisse descendre jusqu'au niveau village. Donc, si du niveau municipal jusqu'au niveau national, on a 4 ou bien 5 lingua franca, eh bien, on fait en sorte qu'il y ait de la production disponible dans ces langues-là. Parce que le truc, c'est quoi? Genre, quand il y a un projet national qui descend au niveau de la mairie, je ne sais pas si vous avez des mairies chez vous. Oui. Donc, ce projet, voilà, quelqu'un qui a fait l'alphabétisation doit pouvoir lire ce projet et le comprendre. Donc, ça crée en fait de la participation au niveau municipal, au niveau régional et tout. Mais actuellement, même celui qui a fait niveau, disons, 3e ou bien qui a fini le collège, il peut lire un projet de développement en français sans même comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'il faut aller jusqu'à l'université pour comprendre certains textes. Mais s'il a l'avantage de pouvoir lire en langue nationale et qu'il les lit en langue municipale ou bien régionale, c'est sûr que son niveau de compréhension sera différent et il peut apporter donc des regards critiques sur ces documents. Ok. Bon, alors ça répond à la question de la facilité, le monolinguisme. Mais bon, maintenant la question de est-ce que quand on crée une langue, est-ce que c'est... Enfin, même culturellement, c'est bien, on peut créer une autre culture. Est-ce qu'il peut y avoir une culture burkinabé qui part de toutes les sous-cultures ou les communautés qu'on retrouve au Burkina? Est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça? Ça devient beaucoup plus difficile que la promotion d'une lingua franca. Parce que si on crée une nouvelle langue, ça veut dire qu'il faut rééduquer tout le monde dans cette nouvelle langue-là. C'est-à-dire si on a créé une nouvelle langue qui devient la langue officielle du Cameroun, non seulement ceux qui travaillent dans l'administration vont devoir apprendre cette nouvelle langue, mais il faut aussi enseigner cette langue à tous les Camerounais. Donc ça devient beaucoup plus difficile de promouvoir une langue créée que de partir sur le bras d'une langue qui existe déjà. C'est pour cette raison que je disais qu'il est fou là. C'est beaucoup plus difficile et ça va demander beaucoup plus de ressources que par exemple de faire des concertations pour aboutir au choix donc du lingua franca. Bon, peut-être qu'il s'est projeté pour les 50 prochaines années. Il s'est dit que bon, oui, ça va être difficile, mais le bénéfice peut-être est plus grand. Mais... Pas forcément. Le bénéfice ne sera pas forcément plus grand
que comment dire, la promotion d'une langue existante déjà. Parce que, enfin, c'est ce que je disais là. Si on approche le problème avec une lecture purement linguistique, eh bien d'accord. Mais dans les langues, il y a des pratiques qui existent sur lesquelles on peut capitaliser. Il y a des cultures qui existent qu'on peut capitaliser. Il y a des pratiques qui existent qu'on peut capitaliser. En créant une nouvelle langue, il faut répartir dans toutes les autres langues et voir qu'est-ce qu'on peut capitaliser et transférer dans cette nouvelle langue-là. Ça veut dire que ça sera un processus vraiment de réapprentissage et un rejet identitaire que beaucoup n'accepteront pas. Par exemple, moi-même, je n'accepterai pas ce rejet identitaire. Non, mais est-ce que c'est un rejet? Au contraire, on part avec nos acquis pour créer quelque chose de nouveau. On ne rejette pas. Non, c'est purement un rejet. Ça dit quoi? Je pars à cette nouvelle langue avec non seulement, disons, l'analphabétisme en matière de connaissance de la langue, dans l'alphabétisme en matière d'écriture et voilà. Donc, tout ce que j'ai comme capital là, il y a certainement des pertes que je vais devoir subir pour pouvoir être accommodé dans la nouvelle langue. Donc, si je dois aller, par exemple, de ma langue à EV, il y a des transferts que je peux faire. Ça veut dire la prononciation de certains mots, comme tu l'avais mentionné là. Oui. La prononciation de certains mots, ça sera facilement similaire. Okay. Il y a des termes, par exemple, que je peux facilement capitaliser en partant d'EV à Dagara. Bon, est-ce qu'on peut pas avoir deux cultures? C'est-à-dire que j'ai ma culture peut-être, bon alors moi je vais dire Bamileke et j'ai ma culture camerounaise. Donc je peux bien parler la nouvelle langue, mais je peux aussi bien parler ma langue de mon village entre guillemets. Est-ce que c'est je ne perds pas tant que ça au change? Non, l'apprentissage d'une langue qui existe déjà est déjà un atout du point de vue culturel. C'est-à-dire le simple fait, par exemple, pour moi de parler le français, l'anglais et ma langue maternelle et bien d'autres langues africaines, c'est un atout. En ce sens que j'apporte ma façon socio-linguistique de voir le monde et je prends également de la manière dont les Anglais voient le monde, je prends de la manière dont les Français voient le monde, que l'Ashanti, et je mélange tout pour me créer une culture. C'est-à-dire que il y a deux choses à distinguer. Il y a l'acculturation et l'inculturation. C'est pas cette déculturation, comme on les appelle en français. L'acculturation ici, c'est quand, par exemple, je prends les valeurs de plusieurs langues et je les ajoute aux valeurs de ma culture de base, puisque dans ma culture, il y a un volet négatif et positif. Donc, le volet positif, je maintiens. Le volet négatif, je rejette et je prends des autres cultures pour compléter. Donc, ça m'enrichit. Si, par exemple, j'apprends des autres. Oui. Maintenant, quand il s'agit d'une nouvelle culture qui n'a pas quelque chose à me donner, genre une nouvelle langue sans culture de base pour me donner quelque chose. Si je pars avec mes valeurs culturelles, je vais aller rencontrer des valeurs politiques créées par l'État. Et ces valeurs critiques et politiques-là, c'est sûr que ça ne sera pas forcément des valeurs qui viennent pour m'enrichir, mais qui viennent me dicter ce que je dois faire. Par exemple, la situation actuelle, on a des valeurs de citoyenneté. Et les valeurs de citoyenneté sont des valeurs qui viennent s'ajouter à nos valeurs culturelles. Et quand il y a contradiction entre les deux, la loi prévoit des moyens de médiation qui permettent aux valeurs culturelles locales d'exister parce qu'on a une communauté linguistique qui doit exister. Maintenant, si c'est une langue purement créée, eh bien, l'État contrôle et l'aspect linguistique, mais et également l'aspect culturel et attend à ce que ceux qui vont venir dans cet univers virtuel-là, qu'ils fonctionnent selon les règles de cet univers virtuel. Donc, quand je rentre dans une application IA, il y a très peu que je puisse faire en dehors du cadre. Si c'est un IA qui permet la création d'images,
tout ce que je peux apporter, c'est les idées, mais ça ne me donnera pas des vidéos. Donc, ça veut dire que, voilà, cette idée c'est vraiment très idéaliste ce qu'il propose, mais pratiquement, c'est très impossible. Enfin, ça ne peut pas ajouter de la valeur, ça va apporter beaucoup de contradictions. Donc, en fait, c'est une idée qui peut être bien si c'est juste pour c'est juste créer un nouveau vocabulaire, mais pratiquement et culturellement, c'est bien pour l'armée. C'est très bien pour l'armée et créer un langage de communication pour les affaires de l'armée. C'est-à-dire, s'ils ne veulent pas que les gens comprennent ce qu'ils disent, ils créent un langage codé qu'ils utilisent entre eux. Si l'administration veut également protéger certaines informations sensibles, eh bien, il peut convenir d'un vocabulaire. Toutes les armées ont des langues codées qu'ils utilisent entre eux, c'est eux ceux qui peuvent comprendre. Même si leur message tombe dans les mains de quelqu'un, si tu n'as pas accès à leur code linguistique, tu ne peux pas comprendre le message. Voilà, donc c'est vraiment des approches qui sont utilisées déjà, mais uniquement pour des besoins de protection d'information ou pour un groupe vraiment donné. On crée un jargon, on crée un code partagé entre un groupe restreint. Mais pour une nation, c'est vraiment très osé. Ok. Et bon, peut-être une dernière question, même comme je connais à peu près la réponse. Bon, aujourd'hui, on sait que la France, la principale langue parlée, c'est le français en Île-de-France. Bon, moi, je vais parler de la France, pas parce que c'est un pays que j'aime trop, mais bon, c'est le pays qui nous a colonisés, donc, et en plus, on parle en français, donc, voilà. La France aussi, c'est un pays qui a eu beaucoup de langues. Il y a eu le basque, le breton. Ouais. Bon, eux, ils ont choisi de façon unidirectionnelle de prendre la langue de Paris. Et aujourd'hui, ils parlent français, voilà, tout ça. Et je pense que ça date depuis Napoléon, si je ne dis pas de conneries, qui avait pris la décision de, bon, voilà, on va partir sur ça, machin chouette. Est-ce que, bon, après, oui, tu vas me dire que c'est pas une bonne idée, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des avantages dans chaque décision? Voilà. En fait, c'était même ça ma question. Est-ce qu'il y a des avantages à faire ce choix-là, unidirectionnel du haut vers le bas? Et il y a des inconvénients. Et est-ce qu'il y a aussi des inconvénients au fait de partir du bas vers le haut avec des frincas langues? Voilà. Est-ce qu'on peut pas quand même faire un tableau comparatif et essayer de pondérer un peu les deux choix quelque part? Ouais. Et c'est comme je l'ai dit, dans chaque décision, que ce soit sur cette question ou toute autre question, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, pour chaque décision. Et l'inconvénient pour la France est que ils ont fini par effacer certaines communautés linguistiques qui peuvent toujours peut-être exister, mais vraiment de façon marginale. Ouais. Et l'effacement de ces communautés linguistiques voudrait également dire l'effacement de certaines civilisations, l'effacement de certains savoirs qui pouvaient peut-être être une option de recours au cas où on se heurte à des difficultés avec les savoirs et valeurs qu'on met en avant. Ça veut dire aujourd'hui, quand tu prends nos pays, et il y a des communautés qui ont toujours des pratiques qu'on n'a pas expérimentées sur certains sujets. Par exemple, quand on prend nos communautés, ils ont des sciences médicales qu'on n'a pas encore mises en valeur au niveau national. Bien sûr. Et on peut explorer et mettre en valeur. Si ces communautés n'existent pas en tant que communauté culturelle et linguistique, eh bien, ce savoir scientifique se perd. Et si on arrive à tout perdre pour le français, par exemple, et qu'on arrive à une situation où un pays qui nous apporte le vaccin, le médicament, décide en un seul jour qu'il ne va plus vous donner le vaccin, il ne va plus vous donner le médicament, vous n'avez aucun recours voilà, pour pouvoir en tout cas survivre en attendant. Et on a vu l'exemple avec les politiques actuelles des États-Unis où ils ont décidé unilatéralement d'arrêter les soutiens pour les produits de VIH, tuberculose et autres qu'ils apportaient à certains pays à travers, disons, USA. Ça a créé beaucoup de décès dans certains pays. Quand le Burkina, surtout avec le régime actuel, a eu connaissance de ces enjeux,
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récemment lancé un institut de valorisation des connaissances scientifiques dans le domaine médical, enfin, traditionnel dans le domaine médical. Et donc, c'est là un centre qui va mobiliser les savants locaux, peu importe la langue qu'ils parlent, mais pour qu'ils puissent vraiment montrer ce qu'ils savent faire pour qu'on puisse créer un système de reproduction de ce qu'ils font. Donc, si on arrive à le faire et que pour le soin du paludisme, on n'attend pas forcément le médicament qui va venir de la Chine ou bien de l'Amérique, le jour que le monde occidental ferme ses portes et dit qu'on n'importe pas de médicaments, eh bien, on a une banque traditionnelle sur laquelle on peut compter. Donc, l'idée de ne pas créer une société homologue là, c'est de pouvoir vraiment avoir différentes sources de savoir, différentes sources de sciences qui deviennent en fait des options en cas de cas. Voilà. Mais avec les approches monolingues, on crée une seule façon de penser et une seule façon de voir le monde. Et c'est dangereux pour nous, les pays qui n'avons pas encore les capacités de pouvoir être autonomes de la géopolitique. Ouais. Ok. Mais eh ben, écoutez, c'est très clair. En tout cas, moi, ça m'a énormément enrichi parce que moi, j'étais partisan. Alors, pas de l'effacement des autres langues, mais moi, je me suis toujours dit, l'être humain est capable de parler plusieurs langues. Et peut-être pour une facilité administrative, ça aurait été mieux d'avoir une langue. Mais j'avoue qu'après notre conversation, mon avis a un peu évolué sur la question. Donc, ok. Mais voilà. Mais au moins, oui. Si vous organisez souvent des webinaires, je serais ravi que toutes les questions que tu as posées là, que tu puisses les mettre ensemble. Et puis, on peut organiser un webinaire où tu pourras m'interviewer sur ces questions. Et puis, ça serait une façon pour moi de communiquer sur ma thèse. Bien sûr. Et je suis convaincu que j'aurai près d'une centaine de personnes intéressées à participer à un webinaire de ce genre. Eh ben, écoute, là, je te prends au rebond directement. Je pense qu'il faut qu'on organise ça. Alors, déjà, il faut savoir que le 26 juillet, j'ai une webconférence qui porte sur les corpus linguistiques des langues africaines. Donc, moi, je t'y invite. Voilà. Ce sera en ligne, après l'heure, je crois que c'est 17h GMT, je sais plus trop. En tout cas, je t'enverrai le flyers. Donc, je t'y invite. Okay. Mais je pense que ça va être bien. Et effectivement, c'est une très bonne idée. Et vraiment, je te remercie de me la suggérer, d'organiser ça. Parce qu'effectivement, je pense que c'est des sujets qui nous touchent tous les deux. Donc, voilà, on va pouvoir répondre à pas mal de questions. Et c'est aussi une question qui revient beaucoup, hein. Moi, j'ai beaucoup écrit dessus. Parce que beaucoup de gens nous demandent, oui, vous faites les promotions des langues africaines, mais bon, voilà, le Burkina, le Cameroun, vous avez des centres, comment on fait? Bon, je pense qu'aujourd'hui, avec vous, ensemble, on va pouvoir donner des réponses pratiques. On va pas être dans la théorie de machin, voilà, pratique de comment est-ce qu'on implémente, de comment est-ce qu'on sauvegarde le patrimoine culturel, etc. Donc, ouais, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un podcast, un webinaire, peu importe, un truc qu'on va diffuser en ligne, qu'on va pouvoir publier et relayer au plus grand nombre. Ok, eh ben écoutez, monsieur Jean de Dieu, je vous remercie encore. Et en tout cas, c'est bon, j'ai votre contact maintenant. Et on va organiser certaines choses. Alors, pour terminer peut-être avec Mechoup, moi je suis très ouvert. En tout cas, nous sommes très ouverts aux questions, aux remarques. Donc, si vous avez remarqué un truc sur Mechoup qui vous a moins plu ou pas plu du tout, ou un truc qu'on peut améliorer, vraiment, il faut pas hésiter à nous faire des retours. Donc voilà, ça nous plairait. Et si, bien sûr, vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés d'apprendre leur langue maternelle africaine, voilà, eh ben, ils savent, voilà, vous savez, au moins, vous pouvez les envoyer cette fois-ci. Pas de souci. Je pourrais peut-être même travailler à inclure le Dagara dans votre répertoire. Mais oui, Il y a des Dagara qui sont aux États-Unis, en France, et qui souhaiteraient que leurs enfants soient à mesure de parler le Dagara. Donc, je pourrais inclure le Dagara. J'avais commencé avec une structure, un start-up qu'un Guinéen avait lancé. Ouais. J'avais exprimé mon intérêt, mais bon, en fait de compte, il a abandonné l'idée. Ça fait combien de temps qu'il a abandonné?
Oh, ça vaut 1 à 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant que j'avais commencé l'initiative. Mais l'abandon, c'est à peu près 1 an. Eh ben, écoutez. C'était quoi? INVA, c'était leur idée. Okay. Donc, INVA, enfin, jusqu'à à peu près 2 mois de cela, sur mon profil LinkedIn, tu pouvais voir que je suis toujours consultant INVA. Oh. Et voilà, quand ils ont omis le volet langue nationale, bon, je me suis désintéressé à l'initiative. Non, je pense que désormais vous serez un consultant Mechoup, ça va être plus intéressant. Non mais je suis très sérieux là pour le coup. Donc oui, non mais nous on est là depuis 5 ans déjà. On a été créé en juin 2020. Donc nous. Alors moi je savais déjà que le secteur culturel linguistique il est très ingrat. Donc moi je me suis pas lancé dessus en me disant que je vais devenir millionnaire. Jamais de la vie. Je me suis lancé dans ce secteur avec d'autres ambitions. Donc, je sais clairement que non, c'est pas ça qui va payer mes voyages au luxe, enfin, machin, mais payer mon loyer bien comme il faut, non. Ça va être compliqué. Et même les enseignants que j'emploie aujourd'hui, ils font d'autres métiers à côté. Donc, clairement, on sait. On n'est pas bête. Mais voilà. On travaille avec des gens qui ont la vision et on essaie aussi de pouvoir bien gérer la structure pour durer dans le temps. Voilà, parce que faire 5 ans dans ce secteur d'activité, c'est pas facile. C'est clairement pas facile. Donc, moi, je connais beaucoup qui ont abandonné, hein, beaucoup qui ont disparu, et voilà. Et vraiment, le but de Mechoup, c'est pas d'être périn pour être une grosse société enfin, capitaliste pour capitaliste. Non. Nous, on veut vraiment fédérer tous ceux qui veulent travailler dans les langues africaines. Donc, au lieu que chacun crée sa petite société, son petit INVA de son côté, c'est de se dire, pourquoi pas faire un truc? Déjà, le truc, il est dur, il est ingrat. Autant mieux mettre les petites ressources qu'on a en commun et de travailler ensemble. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, voilà. On dit langue africaine, Ubuntu, mais on n'est pas capable de faire de l'Ubuntu. Ouais. C'est dommage, ça, c'est dommage. Donc, voilà. Donc, merci, monsieur Jean de Dieu. Et je pense qu'on va discuter de ça par message, de comment on va organiser le reste. Donc, ouais, c'est une très bonne idée, vraiment. Ça marche. En tout cas, je vous dis merci. Alors, bien entendu, je vais vous parler encore de Mechoup. Encore une fois de plus, Mechoup, les amis, est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Mechoup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne sait pas parler Wolof. Parce que la communication, elle est beaucoup plus fluide, la négociation, elle est beaucoup plus fluide, même en matière de business. Vous le savez, demain, vous voulez que vos enfants soient des grands businessmen, apprenez-les déjà à parler ces langues. Bon, j'arrête avec ça. Vous avez le lien en description. On se retrouve sur Mechoup tout de suite. La vidéo peut commencer.